Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Nous sommes mercredi 9 avril 2025. Bienvenue amis fidèles de la RPA à ce journal dont voici les principaux titres. En ce 16e anniversaire de l'assassinat d'Ernest Manirumva, la justice burundaise ne s'est pas encore prononcée sur ceux qui sont derrière son assassinat, en l'occurrence les recadres des institutions de sécurité. Au cours des premiers trimestres scolaires 2025 au Burundi, 25 000 enfants dont près de 9 000 filles ont abandonné l'école. Les motifs de ces abandons dans quelques instants. Et la dernière partie de ce journal sera consacrée au mini-magazine au cœur de la société qui va revenir sur les défis auxquels fait face la presse burundaise depuis l'arrivée au pouvoir d'Évariste Ndayishimiye. Voilà pour le sommaire. Bien le bonsoir mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement. Droits de l'homme pour commencer. Les réfugiés burundais vivant au camp de Nduta en Tanzanie s'inquiètent des arrestations arbitraires aux allures d'enlèvement dont subissent certains d'entre eux. Dans une période estimée à 1 mois, 3 personnes ont été enlevées. Innocent Valentin Singiangabo revient sur ces cas d'enlèvement des réfugiés burundais. Un exemple récent d'enlèvement des réfugiés burundais du camp d'Onduta en Tanzanie est celui de Manirakiza Nestor, âgé de 36 ans, qui a été kidnappé hier soir par la police tanzanienne depuis la zone 5, maison numéro 32, vers 2 heures du matin. Manirakiza Nestor a été brutalement emporté selon ce témoignage. Ce que je sais, c'est que la personne qui a été kidnappée hier soir a été emmenée par 2 voitures et qu'elle ne portait qu'un sous-vêtement. On ne sait pas vraiment qu'il est toujours en vie. Ces réfugiés craignent que ceux qui sont arrêtés soient emmenés dans leur pays d'origine au moment où 2 autres sont incompréhensiblement disparus ces derniers jours et aucun d'entre eux n'a été trouvé dans différentes prisons qui se trouvent à proximité du camp. Non, ni Isaac ni Ismaël ne sont pas revenus. Nous avons cherché dans différentes prisons des environs et sans succès. D'autres réfugiés dans le camp d'Onduta en Tanzanie, dont le nombre est encore inconnu, ont été enlevés par des inconnus au mois de mars dernier alors qu'ils quittaient le camp pour se rendre au marché de Kibondo et jusqu'à présent, ils sont portés disparus. Merci à toi, Innocent Valentin Singilangabo. La fouille perquisition opérée en zone de Mugeni, commune Kayogoro, en province de Makamba, par des policiers et des Imbonerakure ce mardi, suivi par des arrestations des membres du parti CNL, El Dagatongwasa, a laissé des craintes au sein de la population. Des informations en provenance de Kayogoro révèlent que les personnes arrêtées ont été accusées d'avoir jeté des documents comportant des signatures, des symboles d'un mouvement rebelle qui se dénomme BDLR, à Vicezerano. Lesquels documents ont été même vus dans d'autres coins du sud du pays. Le point avec Eloge Divin Remesha. Ce mardi, des habitants de la zone Mugeni ont vu plusieurs policiers, accompagnés par des Imbonerakure, venir et entamer une fouille au sein de certains ménages. Des sources en zone de Mugeni révèlent qu'au cours de cette fouille, le ménage visé était celui du responsable du parti CNL, El Dagatongwasa. Ce dernier a pris le large avant que les policiers et les Imbonerakure atteignent son ménage et ceux qui étaient avec lui à son domicile ont été arrêtés et malmenés avant qu'ils soient acheminés au cachot. Ils se sont dirigés chez le responsable du parti CNL dans la zone Mugeni, Nyonga Muteonse, et comme ils étaient nombreux, il a eu peur et a pris fuite. Jusqu'à présent, personne ne sait où il se trouve. Une fois chez Teonse, ils y ont rencontré un autre membre du parti CNL nommé Gatol Thierry qui était venu emprunter un vélo. Ainsi, ils l'ont arrêté avec un autre qui était avec lui nommé Ndayishimiye Thierry.
Ces deux militants du parti CNL, El Dagaton Gwassa, ont passé leur première nuit au cachot du commissariat d'Okayogoro. Des informations en provenance de ce commissariat font savoir que les deux individus arrêtés ont été signifiés, qui sont poursuivis pour avoir jeté des documents dans plusieurs endroits portant des signatures et symboles d'un mouvement dénommé BDLR Avisezelano. Ces documents mettaient en garde le régime d'Ondaïchimie que compte tenu des difficultés qui se remarquent dans le pays, le mouvement BDLR Avisezelano va démarrer la lutte armée pour libérer le pays. Des documents qui, selon nos sources, ont été jetés par des individus non encore identifiés dans d'autres localités du sud du pays, dont les communes Mabanda et Nyanzalak de la province de Makamba, ainsi que la ville de Rumongue. Après donc l'arrestation et la chasse à l'homme subie par des membres du parti CNL, El Dagaton Gwassa en zone de Mugeni, les craintes sont légion chez la population. Nous demandons à l'administration d'arrêter des soupçons sur une catégorie de gens car quelque chose arrive car cela inquiète énormément la population. La rédaction de la RPA a essayé de joindre en vain par téléphone l'administrateur communal d'Okayogoro, Pierre Simon Nyavenda, ainsi que David Nzorawonayo, le commissaire communal d'Okayogoro, pour recueillir leurs réactions. Éloge divin remèche à 16 ans jour pour jour après l'assassinat d'Ernest Manilumva, qui fut vice-président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques. Cet activiste a été tué suite aux enquêtes qu'il menait sur les armes achetées par le gouvernement du Burundi qui n'ont jamais atterri au Burundi. Jusqu'à présent, la justice ne s'est pas encore prononcée sur ceux qui sont derrière son assassinat, en l'occurrence des hauts cadres des institutions de sécurité. Inès Gakiza. Ernest Manilumva a été assassiné la nuit du 8 au 9 avril 2009. Son corps ensanglanté a été retrouvé à son domicile au quartier Mutanga Sud, en mairie de Bujumbura. Les enquêtes sur ce dossier ont pourtant révélé qu'il n'a pas été tué à son domicile. Condamné à mort par des hommes forts du pays suite aux enquêtes qu'il menait, Ernest Manilumva a été tiré de son domicile la nuit du 8 avril après une fouille chez lui. Il a été conduit à son bureau à l'Olucom, puis à la Commission nationale de désarmement des populations civiles, où il a été interrogé sur son enquête et torturé à mort. Les mêmes enquêtes précisent que son corps a été déplacé dans un minibus du service des renseignements pour être jeté chez lui, où il a été retrouvé le matin du 9 avril. Cette nuit, les commanditaires du crime étaient sur les lieux. Les résultats des enquêtes de la RPA et celles des organisations de la société civile convergent sur les noms David Nikiza, Joseph Mathias Nyonzima, surnommé Kadzungu, le commissaire Désiré Wamahoro, feu général Adolphe Nshimirimana, qui était le patron des services des renseignements, et le général Gervain de la Kobucha, actuel Premier ministre. D'ailleurs, la police américaine chargée des investigations FBI, sollicitée dans le cadre des enquêtes judiciaires engagées, a conclu à un crime d'État. Et parmi ses recommandations, cette police a demandé des tests ADN des personnes qui ont cité pour comparer avec les résultats des ADN que la FBI avait prélevés sous l'arme du crime et qui ne correspondaient à aucune des personnes qui avaient été arrêtées dans ce dossier. Une recommandation qui n'a pas été jusque-là suivie. La procédure judiciaire est aussi bloquée depuis 2013. Le LUCOM a fait un pourvoi en cassation en juin 2013 contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel la même année. Programmé, le dossier a été plusieurs fois repoussé. La dernière audience qui n'a pas eu lieu avait été programmée en septembre 2014. Depuis, le dossier n'a plus été programmé. Le LUCOM a été signifié qu'il avait disparu. Cet activiste anticorruption a été victime de son travail d'enquête sur plusieurs dossiers de détournement de fonds qui impliquaient de hauts dirigeants du pays. Parmi les dossiers sensibles à l'origine de sa mort, les armes commandées mais qui n'ont jamais été livrées au Burundi. Il avait découvert qu'elles avaient été acheminées à l'est de la RDC et données au FDLR, hostile au régime de Kigali. Merci à toi Inès Gakiza. 16 ans donc après la mort d'Ernest Manilumva, la coalition burundaise de défenseurs des droits humains, CBDDH,
a sorti un communiqué dans lequel elle demande la réouverture du dossier Manirumva et la reconduction des enquêtes afin que les véritables responsables de sa mort soient en fait punis. Elalini Wizi, président de la CBDH, demande à la famille de Manirumva de rester serein tout en appelant le gouvernement du Burundi de mettre en place un mécanisme de protection des défenseurs des droits de l'homme se trouvant sur le sol burundais. Écoutez. Notre déclaration d'aujourd'hui, comme on doit le faire chaque année, nous avons demandé au gouvernement du Burundi de réouvrir le dossier, de mener des enquêtes, de tenir compte des différentes recommandations permettant d'atteindre les commanditaires et les auteurs de l'assassinat, mais c'est de cette manière-là qu'ils pourront connaître la vérité, mais aussi juger et donner justice à Ernest Manirumva. Nous avons demandé au gouvernement du Burundi de procéder à la protection des défenseurs des droits humains, avec un mécanisme qui les protège, d'ailleurs un mécanisme participatif dont les procédures sont connues, afin que les défenseurs des droits humains soient protégés dans leur sécurité et dans leur travail. Et nous sollicitons également la patience des défenseurs des droits humains qui se trouvent au Burundi. Nous les encourageons à continuer leur travail de plaidoyer et de documentation sur les violations des droits humains. Nous les appelons à la solidarité et parce que c'est vrai, il est dur de travailler dans un contexte où la justice ne fait pas son travail. Nous appelons également la communauté internationale et partenaires du Burundi à continuer à demander au gouvernement du Burundi de respecter ses engagements internationaux en matière de protection des droits humains, mais aussi des défenseurs des droits humains, mais aussi d'avoir des garanties que les appuis qu'ils accordent à l'État du Burundi ne seront pas utilisés pour violer davantage les droits humains, ce qui met en danger le peuple burundais, mais aussi les défenseurs des droits humains qui doivent lancer l'alerte. Et en page politique, face aux difficultés persistantes dans le secteur économique national, le président de la République, Évariste Ndayishimiye, pointe du doigt certaines institutions de l'État ainsi que des individus qu'il tient pour responsables de l'absence de solution aux difficultés persistantes dans le secteur économique. Parmi les préoccupations majeures figure la pénurie prolongée de devises étrangères. Les précisions sur ces accusations du président Ndayishimiye, David Claude Bananayo. Depuis quelque temps, le pays fait face à une grave pénurie de devises qui a entraîné des répercussions importantes sur l'économie nationale. L'un des secteurs les plus touchés est celui de l'approvisionnement en carburant, dont la rareté a paralysé presque tous les domaines d'activité. Alors que la population attend du gouvernement des solutions concrètes à cette crise de l'or noir, le président Ndayishimiye pointe du doigt la Banque centrale qu'il tient pour principal responsable de cette pénurie de devises. C'est ce qu'il a expliqué à plusieurs reprises lors de ses différentes interventions. La BRB est à l'origine du manque de devises au Burundi. Elle est également celle qui a créé le marché noir de devises en ignorant d'abord les banques afin de travailler avec les particuliers dans le commerce des devises et la monnaie nationale. Ces personnes travaillent en cachette avec la BRB pour obtenir les devises sur leur compte à l'étranger. Par ailleurs, le chef de l'État accuse également certains individus d'avoir accaparé le secteur minier, empêchant les recettes générées par cette activité d'être versées dans les caisses de l'État. Selon lui, cette situation contribue fortement à l'instabilité économique actuelle. Il y a des personnes qui se donnent le droit d'exploiter les minéraux et refusent de déposer les recettes générées par cette activité dans les caisses de l'État. Ils pensent que le fait de donner seulement des impôts suffit, ce qui n'est pas le cas. Cela fait maintenant plus de 2 ans que le Burundi traverse une grande crise de carburant affectant lourdement la vie quotidienne des citoyens et le bon fonctionnement des institutions. À travers ses discours, le président n'a cessé de dénoncer ce qu'il considère comme les véritables responsables de cette crise, accusant divers acteurs d'être à l'origine de ces dysfonctionnements. Merci à toi, David Claude Bananayo. Pas mal de gens, y compris des politiques, sont pessimistes sur les résultats des prochaines élections qui,
selon eux, ne diffèrent pas de celles qui ont été organisées dans les années passées par le pouvoir en place. Léonce Ngendakumana, politique avérée, trouve que les élections ne sont pas possibles devant toute série de défis auxquels font face les Burundais. Beaucoup de citoyens continuent à s'interroger sur les pseudo-élections de 2025-2027. Certainement qu'ils attendaient de ces élections des résultats qui vont dans le sens d'améliorer les conditions dans lesquelles vit le peuple burundais. Mais de la conception de ces élections, de la mise en place du cadre légal des élections, de la mise en place de la CENI et ses structures, dont ses démembrements, jusqu'au calendrier dit électoral, ces élections sont en train d'être mal préparées et seront certainement mal organisées. Il faudra que les gens gardent à l'esprit que le gouvernement du Burundi a organisé un débat national où il a été démontré que chaque fois que les élections ont été mal préparées et mal organisées, je ne parle pas des problèmes socio-économiques qui ont suivi. La situation socio-économique est très préoccupante et très inquiétante. Des impôts et les taxes exorbitants, et les produits de première nécessité qui manquent, la dévaluation de la monnaie chaque jour. L'économie de notre pays a été à chaque fois ruinée par ces élections mal préparées et mal organisées. La pauvreté, la misère et le chômage ont lourdement pesé sur la vie des citoyens. Et pas d'étonnant que la même situation se reproduise aujourd'hui. La même situation va se reproduire. Il n'y aura pas de miracle. Les mêmes causes engendrera les mêmes effets, on aura les mêmes résultats. Ça peut même être pire. Il s'en suivra des problèmes comme ceux-là qu'on a vécu dans le passé. Avoir donc le climat qui règne dans le pays, le politique Léonce Ngendakumana ne doute pas que les élections seront fraudées et appelle la population de s'y préparer à l'avance. Regardez le contexte dans lequel ces élections sont en train d'évoluer. Un contexte politico-sécuritaire très tendu où les relations entre les citoyens et l'État ne sont pas au bon fixe. Il y a eu des assassinats des leaders politiques et des leaders d'opinion. Il y a eu des mouvements forcés des populations, des arrestations arbitraires, des jugements et des emprisonnements abusifs. Où on voit encore une fois que les camps d'enlèvement et de disparition ont repris une ampleur inquiétante. Toute une série de violations de droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques. On voit des entraînements paramilitaires ici et là, des jeunes, même des filles, des femmes. Cela est en rapport avec l'intimidation qui aura lieu dans ces pseudo-élections. Ça risque d'aggraver la situation. Ces élections sont en train d'être préparées dans un environnement qui n'est pas favorable aux élections apaisées, encore moins libres, transparentes et démocratiques. Les partis politiques, les médias se plaignent, la société civile se plaint de n'être pas associée. Tout indique qu'il y aura fraude électorale. La fraude électorale a été soigneusement préparée et sera certainement mise en œuvre. Les résultats seront biaisés. Et il faut que la population s'y prépare. Comment affronter les défis consécutifs à cette mauvaise préparation et organisation de ces élections? Les citoyens devraient, au lieu de penser à des élections qui vont contribuer à la résolution des problèmes qui planent sur eux, devraient commencer à imaginer des stratégies de gestion de l'après-ces élections. Ça ne sera pas facile. Penser comment ils vont rester unis et solidaires, au lieu de continuer à penser à des attentes qui n'auront pas lieu. Je vous le disais en titre, plus de 25 000 enfants, dont près de 9 000 filles, ont abandonné l'école durant le premier trimestre scolaire de 2025 au Burundi. Selon les enquêtes du Centre pour le renforcement de l'éducation et du développement de la jeunesse, CREDEJ, les raisons majeures sont notamment la pauvreté, les grossesses non désirées et le désir de mariage précoce. Janvier Ninazwe nous brosse un peu le tableau établi par CREDEJ. Les cas d'abandon scolaire qui ont été documentés par le CREGED durant le trimestre écoulé dans les seules directions provinciales d'enseignement de Kayanza, Ngarongo, Dirutana, Chibitoke et Rumonge sont alarmants. En effet, 20 678 enfants, dont 8 973 filles, ont abandonné l'école durant ce premier trimestre 2024-2025. Les causes d'abandon scolaire au Burundi sont attribuées à plusieurs facteurs, notamment intrinsèques et les autres extrinsèques aux familles. Dans les directions provinciales de l'éducation de Makamba, Rumonge, Rutana, Muyinga, Ruigi et Changuzo, le CREDEJ a pris connaissance d'un phénomène inquiétant des commissionnaires qui recrutent des enfants pour aller travailler en
en Tanzanie. Par exemple, au cours du premier trimestre de 2025, le CREDEJ a documenté 10 jeunes élèves de la DPI Rutana qui ont été interceptés par l'administration locale tentant de traverser la frontière vers la Tanzanie à la recherche de l'emploi. Janvier, Nini Hazoué, le manque de coordination entre des institutions qui travaillent dans le secteur minier fait partie des causes de non-traçabilité des minerais collectés. C'est du moins l'analyse du président de la PARSEM, compte tenu des obstacles qui caractérisent ce secteur. Faustin Ndikoumana estime que seuls les dirigeants politiques, en complicité avec les responsables des industries d'extraction, profitent de ces minéraux. D'abord, le secteur minier est un secteur qui joue un rôle important dans le développement économique des pays qui savent organiser ce secteur. Mais le secteur minier reste miné par des problèmes, ce qu'on appelle les problèmes communs, généraux, notamment par exemple les relations nord-sud, le commerce entre les pays du nord et du sud, les pays nord développés qui veulent exploiter les minéraux des pays pauvres, des pays en voie de développement sur un prix dérisoire, et en revanche exporter les produits découlant de l'exploitation de ces minéraux à un prix exorbitant. Par exemple, ici au Burundi, on peut évoquer plusieurs défis. D'abord, le secteur minier ne contribue qu'à 1% du produit intérieur brut. La traçabilité des recettes budgétaires n'est pas là. La traçabilité des recettes en devises n'est pas là. Il y a la faible capacité technique, pas de moyens suffisants et du laboratoire à l'ACA. Il n'y a pas de personnel qualifié pour faire des études, pour faire des analyses de qualité. Et il y a un manque de coordination entre les institutions, et notamment le ministère de l'énergie et mines, le ministère des finances, la banque centrale, le ministère du commerce et de l'industrie, l'OBE, pour que la traçabilité des minéraux vendus soit une réalité. La méconnaissance des réserves dont dispose le Burundi. Faustin Ndikoumana ajoute également que la corruption doit être bannie pour que le pays tire profit de ce secteur et la transparence doit être de rigueur en ce qui est de la passation des marchés publics. Dans ce domaine, le président de la PARSEM estime aussi que le gouvernement devrait donner une place importante aux experts en la matière. Quant aux recommandations, il faut d'abord une volonté politique suffisante de la part des décideurs politiques, parce qu'il faut casser cette collision entre les hommes politiques décideurs et les propriétaires des industries extractives, donc des minéraux. Il faut que les lois comme le code minier, le code des marchés publics, le code des investissements, et les politiques minières qui sont là, il faut qu'ils soient suivis au niveau de la mise en application. Parce qu'on voit que quelque part, il y a un comportement de faire fi du contenu de ces documents pour asseoir une corruption dans la gestion du secteur minier. Deuxièmement, il faut profiler une stratégie minière digne de son nom et pour montrer ce qu'on veut, et l'orientation à court terme, à moyen terme et à long terme. Et aussi, il faut que le cadre légal actuel soit complété par les textes d'application, parce qu'on voit qu'il y a plusieurs articles qui nécessitent des textes d'application pour que le contenu du code minier actuel soit complet au niveau de l'orientation, au niveau de la gestion du secteur minier. Troisièmement, il faut essayer d'investir dans le traitement de base, éviter l'exportation brute de minéraux. Parce que plusieurs pays en voie de développement, même plusieurs pays africains, commencent à faire d'abord ce qu'on appelle un traitement de base pour créer une valeur ajoutée des minéraux qu'ils exportent à l'extérieur. Quatrièmement, il faut une stratégie de transparence, de lutte contre la corruption à partir d'une analyse des failles du passé, en établissant les responsabilités des uns et des autres. C'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous revenons sur les défis auxquels la presse burundaise est confrontée depuis l'arrivée au pouvoir d'Évariste Ndayishimiye en 2020. Au cœur de la société d'aujourd'hui vous est présenté par Pierre Gahungu. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe,
Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Depuis l'arrivée au pouvoir d'Évariste Ndayishimiye en 2020, la presse burundaise fait face à une répression croissante. Restriction de la liberté d'expression, autocensure, menaces et harcèlement ciblés contre les journalistes. Ce numéro de notre magazine explore l'évolution de la situation médiatique sous le régime Ndayishimiye, les atteintes aux libertés journalistiques, leurs conséquences concrètes et le regard critique d'un expert des médias. À l'approche des élections de 2025, une question essentielle se pose. Les journalistes pourront-ils encore exercer librement leur métier ou subiront-ils une pression accrue? Autant de problématiques que nous allons aborder dans ce mini-magazine au cœur de la société de ce mercredi 9 avril 2025, présenté par Pierre Galongo. Bienvenue à toutes et à tous. Les médias font partie intégrante de la société civile burundaise, mais ils n'ont pas échappé à la répression systématique exercée depuis 5 ans par le pouvoir d'Évariste Ndayishimiye. 2 journalistes ont été emprisonnés et nombre de leurs confrères ont été victimes d'intimidation, de menaces, voire de harcèlement. David Claude Bananayo revient sur ces atteintes à la liberté de la presse. Après un peu de 2 ans au pouvoir, Évariste Ndayishimiye commence à sortir ses griffes. Une journaliste est arrêtée le 30 août 2022. C'était Floriane Irangabiye, journaliste de la radio Gicaniro. Elle sera libérée par grâce présidentielle 2 ans après. Sandra Muhoza, journaliste pour le journal en ligne La Nova Burundi, sera arrêtée quant à elle le 13 avril 2024. Elle est partie pour une interview. Elle est accusée d'atteinte à la sécurité de l'État et aversion ethnique à la suite des propos tenus dans un groupe WhatsApp. Le soir du 22 mai 2024, Jean-Noël Manirakiza, correspondant du journal Iwachu à Gitega, s'est fait agresser par le commissaire de police. Il se trouvait avec ses amis, Bienvenue Digouye, journaliste à la RTNB, et Gilbert Nyongere, chargé de la communication au Sénat. Ce commissaire a agressé physiquement Jean-Noël et a brutalement attaqué ses 2 collègues. Jean-Noël Manirakiza a été du coup dépouillé du sac contenant son matériel de travail. Gérard Nibigira, correspondant de la radio Isanganiro à Gitega, a été brièvement arrêté le 8 juillet 2024 par la police. Ces 2 téléphones portables ont été confisqués et le journaliste est sommé de comparaître plusieurs fois. Vers fin 2024, 59 des 60 représentants des médias burundais ont signé un acte d'engagement leur interdisant de diffuser les résultats provisoires sans l'aval de la CENI pendant la période électorale. Pourtant, l'arrivée au pouvoir d'Évariste Ndayishimiye en juin 2020 avait été prometteuse. 4 journalistes arrêtés sous le régime de son prédécesseur avaient été libérés. Les restrictions qui pesaient sur plusieurs médias avaient également été levées. La liberté de la presse au Burundi est aujourd'hui menacée, tout comme d'autres secteurs minés par une gouvernance autoritaire. Le pouvoir en place semble refuser aux citoyens le droit d'exprimer librement leurs opinions ou de vivre dans la dignité. Innocent Morodi, directeur de la télévision Renaissance, estime que le gouvernement souhaite désormais que les médias ne servent qu'à faire son éloge, sans jamais remettre en cause sa politique, ni exposer les difficultés auxquelles fait face la population. Dans un tel contexte, ajoute-t-il, il devient pratiquement impossible de proposer des solutions durables aux problèmes du pays, tant que le pouvoir s'entête à étouffer la vérité. Les journalistes burundais n'ont pas de marge de manœuvre. Ils sont sous pression permanente. Et ce n'est pas étonnant, parce que quand vous avez un gouvernement qui fait tout de travers, les choses les plus élémentaires ne fonctionnent pas quand vous ne savez pas protéger la vie des citoyens, quand vous ne savez pas rendre justice, quand vous ne savez pas rendre possible la vie économique, que les gens n'ont même pas accès au carburant, n'ont pas accès aux conditions de vie les plus élémentaires, quand les prix montent à des niveaux qu'on n'avait jamais vus dans ce pays, et qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de gouvernement, qu'il n'y a pas d'État, alors que cet État est là juste pour empêcher le pays de fonctionner. Vous ne pouvez pas espérer que les médias travaillent en toute liberté, parce que justement, ce que fait cet État-là, il fait tout pour que ça ne se sache pas. Les seuls médias qui l'intéressent, ce sont les médias qui disent le contraire de ce qui se passe, c'est-à-dire qui disent que tout va bien, que l'État fonctionne, que l'État fait
progresser le pays, qui a la paix, qui a la sécurité, qui a la liberté, etc. Donc ce n'est pas étonnant que les médias soient en difficulté au Burundi, qu'ils ne puissent pas faire leur travail. Toujours selon Innocent Morodi, cette situation compromet sérieusement les prochaines élections. Selon lui, les Burundais comme la communauté internationale ne pourront pas compter sur les médias pour obtenir une couverture honnête et complète du processus électoral. Les journalistes, dit-il, seront muselés et étroitement surveillés afin d'empêcher toute révélation dérangeante. Il va jusqu'à affirmer qu'il ne s'agira pas de véritables élections, mais plutôt d'une mise en scène, comme ce fut le cas lors des scrutins précédents. Et vous parlez d'élection, mais l'élection, ce sera encore une fois un semblant d'élection, ce sera une farce électorale comme on en a connu déjà plusieurs. Et donc là non plus, il ne faut pas espérer que les journalistes puissent travailler librement et de manière indépendante pour informer les citoyens burundais et l'opinion en général. Ils seront sous pression, ils ne pourront dire que ce qui leur sera autorisé de dire, ils ne pourront montrer que ce qui leur sera autorisé de montrer. Parce qu'encore une fois, le contexte tel qu'il est, le contexte global, ne permet pas ni aux médias, ni aux autres opinions de s'exprimer librement, ni aux acteurs de la société civile, ni aux acteurs politiques, et ni aux citoyens ordinaires, de dire les choses telles qu'ils les voient, telles qu'ils les ressentent, telles qu'ils souhaitent qu'elles devraient se passer. Dans ce climat de répression, le rôle des journalistes burundais n'a jamais été aussi crucial. Celles et ceux qui continuent de travailler sur le terrain, malgré les menaces, portent la lourde responsabilité de défendre la vérité et le droit fondamental à l'information. Ainsi s'achève ce numéro d'Au cœur de la société. Merci de votre fidélité et rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle émission. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, chers auditeurs, c'est par ici que nous clôturons le journal en français de ce mercredi 9 avril 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Clovis Nozima. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.